Bon les amis, je crois qu'il est temps de faire le bilan. Ce sourire niais pourra peut-être vous indiquer la réponse à la question que tout le monde se pose. Je vais vous spoiler tout de suite. J'ai lu tout ce que j'avais prévu pour le Pumpkin Autumn Challenge. À toutes les mauvaises langues qui ont voté sur Instagram dans mon sondage en disant qu'ils pensaient que je m'étais grave emballée. Voilà, on ne fait pas confiance à Paper Palace. Ok. Non, plus sérieusement, cette année j'étais tellement emballée par toutes mes lectures, tellement motivée, mais en même temps, moi aussi, je doutais un petit peu de moi. Et puis au final, j'ai tout lu. C'est incroyable. Je ne sais toujours pas comment ça s'est produit d'ailleurs. Bref, du coup j'ai quand même 13 livres à vous montrer, donc je ne vais pas trop m'attarder en considération et en introduction surtout. Je vais vous montrer les livres que j'ai lus dans l'ordre dans lequel je les ai lus. Donc on va commencer par le plus vieux. J'avais pris des petites notes. Donc il se peut que je ne me souvienne pas de grand chose pour ces premières lectures. Allez, c'est parti. Le challenge ayant commencé le 1er septembre, il faisait encore super chaud, j'étais grave dans un mood d'été et tout. Du coup, j'avais pas envie de lire des trucs un petit peu lugubres, Halloween, qui faisaient flipper et tout. Donc, j'ai commencé par The Paper and Hearts Society de Lucy Powrie. Vous savez, c'est la booktubeuse anglaise que j'adore. Je vous en avais déjà parlé dans la présentation. C'est son premier roman, c'est un roman contemporain que j'ai lu assez rapidement parce qu'il n'est pas très long. Et écoutez, j'étais un petit peu déçue. The Paper and Hearts Society, ça parle de Tabby, qui est une jeune fille qui est allée vivre avec sa grand-mère. Enfin, ses parents vont venir la rejoindre dans cette même ville, mais pour l'instant c'est les vacances d'été. Elle est allée chez sa grand-mère, là où elle va habiter à la rentrée. Ses parents sont restés à Londres, je sais pas trop où, pour faire le déménagement. Du coup, elle arrive, les cours n'ont pas encore commencé, elle ne connaît personne, elle va vivre ici pour les prochaines années. Donc elle se dit, peut-être il faut que j'essaie de me trouver des potes, sinon je vais être seule. On comprend très vite qu'il y a quelque chose qui taraude Tabby. Que ses anciennes copines de Londres ou je sais plus trop où, tu sens que c'est pas trop des copines, elle est très mal dans sa peau, elle n'a pas confiance en elle, à chaque fois qu'elle fait un truc, elle se dit oh, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi j'ai dit ça? Genre je suis trop conne, je suis trop moche, je suis trop nulle. Du coup, sa grand-mère la pousse un petit peu à sortir de sa zone de confort et à sortir tout court parce qu'elle préfère rester enfermée chez elle. Ce n'est pas moi qui vais juger. Et bref, un jour elle va à la bibliothèque et elle trouve dans un livre un petit fascicule pour un club de lecture. Et puis elle va s'y rendre et elle découvre 3 ou 4 personnes. 4 personnes. Il y a 2 mecs et 2 nanas qui sont très gentilles, très ouvertes d'esprit, qui adorent la lecture comme elle. Ils ont chacun leurs petits auteurs favoris, ils ont chacun leurs petits livres favoris. Ils sont hyper sympas ces gens, hyper fun, enfin vraiment il n'y a rien à dire. À part une qui fait un peu chier, genre elle a pas trop envie qu'il y ait des nouveaux dans le groupe. Et voilà, je vous en dis pas trop plus. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est cette ambiance de book club justement, avec des petits jeunes qui se retrouvent pour parler lecture, qui font des événements autour de la lecture. C'est très varié, il y a plein de références littéraires de tout genre et de toutes les époques. Ça va de Harry Potter à Jane Austen, à Sylvia Plath, à Shakespeare. Les ambiances de bandes de potes, de groupes d'amis, j'adore quand chacun a sa petite personnalité, même si là ils étaient tous un petit peu clichés quand même sur les bords, on ne va pas se mentir. Bon, j'ai quand même bien aimé cet aspect. Par contre, donc, oui, de 1, les personnages étaient clichés. Et puis Tabby, c'était pire que tout. Vous savez, il y a pas longtemps, je vous parlais de Killer Game, où... que j'ai pas trop aimé d'ailleurs. Dans ce livre, il y avait une histoire de harcèlement scolaire, voilà. Avant ça, j'avais lu je sais plus quoi, il y avait aussi une histoire de meuf qui s'était fait harceler, qui avait pas confiance en elle, nanana. Alors oui, c'est des sujets hyper graves, hyper importants, dont il faut parler. Par contre, j'ai enchaîné genre 3 lectures qui parlaient de harcèlement. Et du coup, j'ai enchaîné 3 lectures avec des personnages féminins, adolescents, qui n'ont pas confiance en elle. Excusez-moi, mais là, Tabby, pour le coup, elle était mais tellement égocentrique. Elle m'a saoulée, elle était hyper chiante. Elle trouve un petit groupe de potes qui sont prêts à l'accueillir, qui sont hyper cool avec elle.
et genre elle se tire une balle dans le pied, j'ai pas compris. Genre la meuf a ruiné le livre quoi, pour moi. J'ai bien aimé quand même, mais à chaque fois qu'elle se faisait des monologues intérieurs, j'étais genre... Enfin voilà, c'est mon avis hein, qui n'engage que moi. Après c'est un premier roman, je crois qu'il y aura une suite, je ne pense pas forcément la lire. Mais voilà, je suis contente d'avoir découvert ce qu'a écrit Lucie. Et si elle écrit d'autres choses dans d'autres univers, je le lirai avec grand plaisir. Ensuite j'ai enchaîné avec Blue Lily, Lily Blue de Maggie Stiefvater. Patricia Cass le retour. Oh mon dieu, j'aime tellement cette saga. Je crois que j'en ai souvent parlé, mais j'ai l'impression que j'en parle pas très bien. Je vais essayer de me concentrer et de vous faire un bon résumé. Dans le premier tome, on suit Blue. Blue, c'est une adolescente qui vit avec sa mère et plein de tantes, plein de cousines. Elles sont une maison remplie de meufs et toutes ces nanas sont des voyantes, des médiums. Elles tirent les cartes, elles font plein de choses. Blue est la seule de sa famille à ne pas avoir ce pouvoir. Le seul truc qu'elle a, c'est qu'elle amplifie les pouvoirs de ses femmes. Donc par exemple quand il y a une lecture à faire, Blue va être dans la pièce pour pouvoir amplifier les pouvoirs de sa mère par exemple, si c'est elle qui fait la lecture, pour l'aider tout simplement. Ces femmes ont également une petite particularité. Une fois par an, la veille d'une Saint quelque chose, elles vont à un endroit bien précis où les énergies sont décuplées. Il se trouve qu'à cet endroit il y a aussi une église et chaque année passent par ici les esprits des personnes qui vont mourir dans l'année à venir et ces personnes-là font partie de leur village. Donc en gros les nanas elles vont là-bas pour voir qui va crever dans le village. Et comme ça, elles peuvent prévenir les gens qui vont mourir pour qu'ils mettent leurs petites affaires en place. C'est hyper glauque. Genre moi si un jour tu sais que je vais mourir, merci de ne pas me le dire. Mais bref, elles font ça. Pareil, Blue elle vient pour amplifier les pouvoirs de sa mère, de ses tantes, mais elle ne voit rien, elle n'a pas de pouvoir. Sauf que ce soir-là, eh bien il y a un esprit qui lui apparaît. Et c'est l'esprit d'un jeune garçon qui a à peu près son âge. Et bien sûr, il se trouve que ce gars-là, elle va le rencontrer aussi dans la vraie vie. Il va dans un lycée privé pour jeunes richos. Et puis lui, il a une petite bande de 3 potes, donc ils sont 4 en tout. Et eux, de leur côté, ils cherchent la dépouille d'un roi gallois qui aurait été enterré dans les parages. Et ils sont à fond justement branchés sur ces lignes d'énergie, enfin voilà. En gros, le roi gallois, les lignes d'énergie et toute la famille de Blue, tout ça est lié, on ne sait pas trop comment, et ça fait un cocktail. Mais c'est tellement bien, mais tellement bien. Si vous aimez tout ce qui est ésotérique, tout ce qui est un petit peu surnaturel, paranormal, voyance, un petit peu witchy, même si c'est pas, elles se définissent pas vraiment comme ça, mais c'est tellement bien. J'adore cette ambiance de maison pleine de nanas au caractère plus fort les uns que les autres. Blue, elle est géniale, c'est une ado, bah elle est pas comme Tabby, vous voyez, genre elle a... C'est quoi cette mouche? Je sais pas, genre elle a confiance en elle, elle est bien dans ses baskets, elle a du répondant, elle a du caractère. Voilà, j'adore tous les personnages, j'adore l'histoire. J'ai tellement hâte de lire le dernier tome, il y en a 4 en tout. Et d'ailleurs je l'ai acheté déjà. Le seul bémol c'est que seuls les 2 premiers tomes sont sortis en français. Et ça c'est très dommage. Et en plus les couvertures sont ignobles. Hein. Voilà. Il faut faire quelque chose. Quelqu'un s'il vous plaît, il faut rééditer La prophétie de Glendower, je crois que ça s'appelle en français. Faites des nouvelles couvertures, faites, je sais pas, peut-être une retraduction ou continuer la publication, mais c'est trop bien, c'est trop bien. C'est un succès fou dans les pays anglophones et enfin si, je comprends que ça n'ait pas marché en France parce que ça n'a pas été mis en avant et les couvertures ça ne va pas. Mais ouais, c'était trop bien. Je suis fan de l'ambiance, le style de Maggie Stiefvater il est très beau. Les couvertures, Seigneur! C'est un coup de cœur. Je n'ai rien de négatif à dire sur cette saga et en plus sur ce tome en particulier. C'était génial. Ensuite j'ai lu Journal d'un assassin, le tome 1 Défaillance Système de Martha Wells. C'est une petite novella qui parle d'un androïde de sécurité. En gros, on est dans le futur et par exemple, si tu dois aller en mission, faire un truc un tant soit peu dangereux, ou bien pas forcément, mais que tu préfères avoir un petit garde du corps, et ben tu vas embaucher un androïde de sécurité, tu vas le louer à telle compagnie, pour que en gros le mec, il prenne soin de toi, de ton équipe, de whatever.
vous avez compris. Ce qui est très intéressant, c'est que normalement les androïdes de sécurité, ils sont comme des ordinateurs, c'est-à-dire qu'ils sont formatés pour faire une chose bien précise. Parfois ils ont des mises à jour, mais voilà, ils ont un comportement prédéfini qu'ils respectent. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on suit un androïde qui a piraté son propre système de sécurité et qui donc a sa volonté propre. Il fait quand même son taf, bien sûr, il cache qu'il a piraté son système de sécurité. Mais voilà, il a ses petites pensées à lui, il a des émotions. J'ai beaucoup aimé l'univers, ça me donnait un peu des vibes à l'espace d'un an, de Becky Chambers, tout ça. J'ai trouvé que c'était un petit peu court, j'aurais aimé en savoir plus, parce que là, du coup, on suit cet androïde qui a suivi un groupe de scientifiques qui est allé en mission faire je sais plus quoi. Oh là là, je suis désolée, ça fait longtemps. Il me semble qu'ils sont peut-être en reconnaissance ou qu'ils voient s'il y a des ressources ou un truc comme ça. Ils sont censés être vraiment seuls sur cette planète qui est très méconnue pour le moment. Et en fait, ils se rendent compte qu'il y a des gens qui veulent les tuer. Oups. Ouais, vraiment, j'aurais aimé, je crois, plus de longueur, plus de développement de l'intrigue, de l'action, des personnages. Mais c'était malgré tout très cool. Et je pense que je lirai la suite. Un livre dont tout le monde parle en ce moment parce que le 4 est enfin sorti. La mémoire de Babel, le tome 3 de la passe miroir. Ce livre m'a fait ressentir tellement de choses. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu mes stories, j'étais genre « Allô, qu'est-ce qui se passe ?» Il se passait rien justement, je m'ennuyais un petit peu au début. C'est pas du tout le même univers que dans les 2 premiers tomes. Ophélie, genre elle est larguée sur une autre arche qu'on n'a jamais vue, avec des gens qu'on ne connaît pas. Elle va dans une école, j'étais genre mais oui je comprends pourquoi tu fais ça, mais s'il vous plaît est-ce qu'on peut avancer? Je veux qu'elle retrouve Thorn, je veux qu'il se galoche. Je voulais de la romance. Oui, j'ai dit ça. Une minute de silence s'il vous plaît. Donc voilà, j'ai trouvé le début très lent. Qu'on y aille quoi. C'est une saga que je dirais quand même assez constante. Moi je suis pas une énorme fan, hein. Je suis pas genre j'ai pas pleuré à la sortie du tome 4, enfin voilà, j'aime bien mais c'est pas non plus un coup de cœur. Du coup je la vois vraiment comme un ensemble cette saga, et ce livre il était sympa comme les 2 premiers. Vraiment très lent au début, je pense qu'on aurait pu accélérer. Mais j'ai bien aimé la fin. Un petit manga avec l'Atelier des sorciers, le tome 3. Ici on suit toujours l'histoire de Coco, la petite fille qui pensait qu'elle ne pourrait jamais faire de la magie, alors qu'en fait elle a découvert que la magie était à la portée de tout le monde. Donc on la suit avec son maître et ses autres apprentis. C'est un manga qui est très mignon, le système de magie je le trouve hyper cool. Par contre dans ce tome 3, comme avec la passe miroir, j'ai trouvé qu'il ne se passait rien. Je ne sais pas si j'ai une perception bizarre. Alors je vais continuer cette série de mangas parce que j'aime bien. Et que je trouve que les dessins sont super beaux et que j'aime bien l'histoire. Mais pareil, j'aimerais bien qu'on avance un petit peu là. Parce que les cagoules masquées ou je sais plus quoi là, les capuchons noirs, je sais plus comment ils s'appellent. Je trouve ça intéressant, c'est mystérieux et tout, mais pour l'instant on n'en sait pas grand chose. Voilà. Donc j'aime bien, mais je me suis un petit peu fait chier en lisant ce tome 3. Désolé. Ensuite j'ai lu Le Phare au Corbeau que j'avais acheté tout spécialement pour le challenge parce que j'ai des petits soucis dans ma tête, alors que voilà j'avais déjà quand même plein de livres à lire. Le Phare au Corbeau, ça parle de Agathe et Isaiah, qui sont 2 potes qui se connaissent depuis hyper longtemps et qui sont exorcistes de lieux. Si tu t'aperçois que chez toi il se passe des trucs vraiment chelous et que tu es persuadé qu'il y a un fantôme, et bah tu peux faire appel à eux, ils vont venir purifier ta maison, ils vont faire passer les fantômes de l'autre côté pour que toi tu sois tranquille. Et donc là ils vont dans un phare sur la côte bretonne qui s'avère être un cas extrêmement compliqué pour eux au final, avec plusieurs fantômes assez rebelles et assez bien accrochés. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, encore plus que l'histoire même d'Agathe et d'Isaiah, c'est l'histoire des fantômes dont il est question. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant et hyper émouvant, cruel, injuste, tout ce que vous voulez. Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ce livre, ça a été une bonne lecture que j'ai lue à la période, je sais plus quand, mais il faisait froid, il faisait moche, il pleuvait et j'étais seule, donc
Je recommande vraiment pour Halloween, pour l'année prochaine si vous voulez, ou même pour cet hiver, enfin quand vous voulez, vous lisez Le Phare au Corbeau. C'était pas terrifiant tout le temps, mais petit frisson garanti quand même. Encore une suite de graphiques avec Stand Still, Stay Silent, volume 2 de Nina Sundberg. Encore une fois, on part sur des graphismes magnifiques. J'adore le pitch de base. On suit une petite équipe de bras cassés qui parcourt la Scandinavie à la recherche de livres, j'allais dire de livres perdus, non, juste de livres tout court. La quasi-totalité de l'humanité a été décimée et seuls les pays scandinaves ont été un petit peu préservés parce qu'ils ont fermé leurs frontières, blablabla. Blablabla. Et du coup, cette petite équipe est dépêchée pour aller chercher des livres parce que la culture a quasiment totalement disparu. Vas-y, comment j'étais pas prête là, quand les gens ils sonnent chez moi, je me sens grave agressée. Bref, tout va bien, c'était juste pour un truc inutile. Encore une fois, ce que j'adore ici, c'est l'univers que je trouve trop bien, les dessins sont magnifiques. Je vous ai déjà montré, hein, c'est un truc de ouf. Par contre, encore une fois, c'est lent, c'est extrêmement lent. Ça me gâche pas vraiment mon plaisir de lecture. J'adore ce que je lis. J'adore suivre cette petite équipée, mais par contre, j'ai envie de plus, genre j'ai envie qu'il y ait de l'action, j'ai envie que les gens crèvent, j'ai envie que je sais pas, peut-être qu'il y ait de l'amour, je sais pas quoi, juste qu'il se passe des trucs. J'attends qu'il y ait vraiment des enjeux, parce que là pour l'instant les gars, ils se promènent quoi, enfin, ils se promènent, ils cherchent des trucs et il se passe pas grand chose. Donc, un petit peu d'action s'il vous plaît. Ma meilleure lecture du challenge, ma meilleure lecture de l'année. Franchement, si vous avez vu ma vidéo pâle, vous vous en doutez, c'est obligé. Cette personne est devenue une de mes autrices préférées. Ça y est, c'est officiel. Daphné du Maurier avec Ma cousine Rachel. Je ne vais pas vous parler de ce livre en détail parce que je vais lui consacrer une vidéo entière. Sachez juste que c'est le 3e Daphné du Maurier que je lis, que c'est mon préféré à ce jour. Ce livre m'a retourné le cerveau, j'étais tellement investie, j'ai tellement adoré, mais vraiment genre, pareil si vous avez vu mes stories sur Instagram, genre j'ai terminé le livre, je ne savais plus où j'habitais. C'était tellement bien, j'ai envie de le relire tout de suite. Donc si vous êtes intéressé pour avoir mon avis détaillé, complet, avec un petit résumé, eh bien ça arrivera très bientôt. Comment je vous tease. La dernière lecture graphique de ce challenge, c'était On a Sunbeam de Tilly Walden, donc Dans un rayon de soleil en français, que j'ai également beaucoup aimé. Les dessins, les couleurs, trop beau, magnifique. Et ici encore une fois, on va suivre un petit crew, un équipage de vaisseau spatial, composé de femmes uniquement. De toute façon, on est dans un monde où les hommes n'existent pas, donc il n'y a que des femmes. Et donc ici on va suivre 4, 5, 6 personnes, je ne sais plus, qui ont pour travail de rénover des endroits, des bâtiments, partout dans l'espace. C'est un espace hyper vaste où on peut voyager entre planètes. Et c'était très bien, alors il y a une petite histoire d'amour à l'intérieur entre deux nanas qui sont sorties ensemble quand elles étaient à l'école et qui se sont pas vues depuis des années. C'était émouvant, c'était mignon. Je m'attendais à un coup de cœur, c'en est pas un. Je sais pas trop ce qui lui a manqué. Malgré tout, j'ai adoré les dessins, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré les relations entre les personnages, comment c'est écrit aussi, c'est hyper naturel. T'as l'impression que c'est toi qui parles avec tes potes quoi. Et ça m'a donné envie de lire d'autres BD de Tilly Walden. Vous l'avez vu dans mon vlog, j'ai enchaîné avec We Have Always Lived in the Castle de Shirley Jackson. Nous avons toujours vécu au château en français. Pareil, c'est un roman assez court et qui m'a laissé un petit peu sur ma faim. Nous avons toujours vécu au château, ça raconte l'histoire des 3 derniers survivants de la famille Blackwood, Constance et Marie-Catherine qui sont 2 sœurs et leur vieux tonton Julian. Pourquoi les 3 derniers survivants? C'est parce que toute la famille Blackwood a été décimée par empoisonnement. Donc la sœur aînée, Constance, a été accusée, jugée puis acquittée quelques années auparavant.
Et à partir de ce moment-là, tous les trois ont vécu reclus dans leur immense maison, un petit peu en autarcie. Alors le tonton de Julian, il est malade, il est en fauteuil roulant, il me semble que ça se passe dans les années 50. Donc il ne peut pas sortir. Constance, la sœur aînée, elle est agoraphobe, elle ne sort jamais de chez elle. Et du coup c'est la petite sœur, Marie-Catherine, qui va au village une fois par semaine pour acheter à manger, emprunter des livres à la bibliothèque et ce genre de trucs. Le début était hyper immersif, on comprend tout de suite que ces trois membres de la famille Blackwood font vraiment l'objet de ragots H24 dans tout le village. Et je pense que c'est aussi ce qui décourage un petit peu de sortir de chez soi. Et du coup ça installe très vite un climat un peu malsain et un peu... ouais, t'es pas très bien quoi. J'ai beaucoup aimé l'écriture de Shirley Jackson que j'ai découverte du coup avec ce livre. J'ai beaucoup aimé l'histoire aussi de ces deux sœurs, voilà, qui vivent recluses dans leur manoir, sur leur grand domaine, avec leur potager. Ça parle beaucoup de bouffe. Alors moi je suis tellement gourmande et genre avoir un potager c'est le goal de ma vie. Je trouve ça trop bien. Genre la nana tous les matins elle se réveille, elle va chercher ses petits trucs dans son potager, elle passe la journée à cuisiner, elle fait des boîtes de conserve, elle fait des confitures, genre c'est trop bien. Il y a à la fois un petit côté où genre t'as l'impression que tout se passe bien parce que très peu de choses leur suffisent. Voilà, un bon repas, être ensemble entre sœurs avec le tonton de Julian, un petit peu de soleil, aller se promener dans le potager. Et en même temps, c'est très sombre parce que tout ça, c'est pas la vraie vie quoi. Elles sont enfermées, mais le monde autour, il existe et le monde, il est hostile envers elles. Et puis aussi, il y a ce truc du genre, mais au final, qui a vraiment empoisonné toute la famille? Pourquoi? J'ai deviné la réponse à cette question assez vite, mais rien n'est explicite. Du coup, peut-être que je suis un petit peu teubée, mais je n'ai pas compris pourquoi la personne avait fait ça. Ouais, j'aurais aimé plus de développement de l'intrigue et peut-être pas des personnages parce que les personnages sont quand même hyper bien développés. D'ailleurs, la petite là, elle fait flipper. Hein. Je viens de voir la vidéo de Hajar qui a lu aussi ce livre et qui disait que Constance a 28 ans et Marie-Catherine en a 18. Et quand j'ai entendu ça, je fais putain. Genre moi Marie-Catherine, je pense que l'info m'a échappé dans le livre qu'elle avait 18 ans. Et elle a vraiment les réactions et le comportement d'une gamine de 10 ans. Genre c'est trop flippant. Non franchement c'était bien, mais ouais j'aurais aimé encore plus. Je crois que j'ai dit ça pour la moitié des livres, et puis je suis en train de me dire, meuf, s'il y avait eu plus dans tous les livres où tu voulais qu'il y ait plus, tu n'aurais jamais fini le Pumpkin Autumn Challenge. Un livre que je vous ai également montré dans mon vlog, et d'ailleurs, waouh, je suis trop assortie. Le Cirque des rêves d'Erin Morgenstern, qui est un énorme roman fantastique dans lequel on suit... Alors, pareil, là, il va falloir que je me concentre. On suit deux personnes, Marco et Celia, qui sont des illusionnistes et qui vont être liés dès leur plus jeune âge par un challenge que se sont lancés leurs mentors respectifs et dans lequel ils les ont jetés sans merci, sans leur donner les moindres directives, les moindres règles, les moindres informations. Et du coup, pendant toute leur vie, Marco et Celia vont s'affronter dans des duels de magie, d'illusionnisme, dans un cirque qui va leur servir de scène quoi, c'est l'endroit où se déroule leur challenge. Et voilà, ça c'est le pitch de base. Donc bien évidemment ce cirque, comme il a été monté de toutes pièces par des illusionnistes, il est incroyable, il est mystérieux, il est magique. Et donc Celia et Marco vont être liés depuis, je sais pas, peut-être leurs 6 ans jusqu'à ce qu'ils aient presque 40 piges finalement, dans ce challenge dont ils ne savent rien, ils savent pas pourquoi ils le font, ils savent pas quand ça s'arrête, ils savent pas quand un vainqueur est annoncé, enfin vraiment c'est le flou total. Et du coup il y a plusieurs choses qui m'ont embêtée. J'étais pas trop investie dans l'histoire de 1 parce que c'est très lent. Voilà, c'est officiel, j'ai dit ça pour tous les livres. Il se passe rien. Il y avait une telle distance avec les personnages, vraiment genre...
je n'arrivais pas à comprendre quelles étaient leurs motivations, pourquoi ils faisaient ce qu'ils faisaient, pourquoi genre j'avais l'impression de rien savoir d'eux, de pas être proche d'eux, j'en avais un peu rien à foutre de leur destin. Et puis surtout, j'ai un problème avec les personnages qui ne se posent pas de questions. À un moment donné, ça fait 20 ans que tu fais un truc. Genre tu te poses la question seulement au bout de 20-25 ans, pourquoi je fais ça en fait, à quoi ça rime, en fait j'ai plus envie. Je comprends pas, c'est peut-être mon côté contestataire, je sais pas. Mais genre à quelle heure quoi, je sais pas, je trouvais ça pas très crédible. Et un autre truc qui m'a dérangé, c'est que genre le cirque, il apparaît, il disparaît, ils ont un train magique ou je sais pas quoi. Mais rien n'est expliqué. Alors certes c'est de la magie, mais c'est pas parce que c'est de la magie que ça coule de source. J'ai lu plein de livres où il y a plein de magies différentes avec des systèmes qui sont hyper bien expliqués. Et là j'étais genre ouais ok, bon bah c'est comme ça et pas autrement. J'adhère pas trop, j'aurais bien aimé des explications, des informations, mais tant pis. Écoutez, on va faire sans. Ça m'a vraiment pas emballé et je me suis ennuyée surtout. Alors c'est joli, hein, il y a un beau style qui est hyper étoffé, on sent que l'autrice a travaillé sur les mots, sur la structure de son roman aussi. Alors c'est un énorme travail bien sûr, c'est un premier roman, c'est très bien écrit, c'est quand même un univers qui demande beaucoup de réflexion hein, à créer je pense. Mais ça l'a juste pas fait avec moi. Ensuite j'ai enchaîné avec Frankenstein de Mary Shelley qui, pour être tout à fait honnête avec vous, n'est pas terminé. Il me reste quelques pages. Mais bon, le truc il est lu à 85%, je considère que c'est acquis. Voilà. Tout le monde connaît l'histoire de Frankenstein, moi c'était la première fois que je le lisais. Ne me jugez pas. Il est clair et net en tout cas que c'est incroyable d'avoir inventé une histoire pareille. Au niveau scientifique, c'est fascinant. J'adore la partie où la créature raconte ses premiers pas dans la vie comme un nourrisson mais qui est déjà adulte. Et quand elle décrit tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle éprouve, tout ce qu'elle ressent, tout ce qu'elle entend, c'est génial. Parfois je me pose ce genre de questions, je me dis imagine genre des petits extraterrestres qui débarquent sur notre planète, qui sont hyper différents de nous en tout point, et genre qui découvrent tout ce qui fait notre univers et tout ce qui fait notre vie, et comment on pourrait décrire les choses les plus banales, les choses les plus extraordinaires. Forcément je peux pas vous donner un avis définitif parce qu'il me reste quelques pages, mais j'aime beaucoup. Alors par contre je trouve qu'il y a beaucoup de points de vue, ça commence par un mec qui raconte une histoire, ensuite il rencontre Frankenstein qui raconte son histoire, ensuite Frankenstein rencontre la créature qui raconte son histoire. En plus comme je le lis en audio, des fois j'étais genre putain mais qui parle, je sais plus. Et puis ensuite j'ai fini tranquillement par une petite nouvelle d'Angela Carter. C'était une que j'avais déjà lue. Non, j'ai pas marqué la page, je suis trop nulle. Enfin pour être honnête avec vous, genre je l'ai lue pour le dernier jour du pumpkin et du coup j'ai cherché la plus courte nouvelle. Je ne sais déjà plus quelle nouvelle j'ai lue. Mais bon bref, c'est pas très important. De toute façon ce recueil je l'ai déjà lu... J'ai déjà lu la moitié ou les trois quarts, là j'en avais relu une petite histoire de dire vraiment que j'ai lu une petite nouvelle quoi, pour aller dans la catégorie qu'il fallait, je ne sais même plus laquelle c'était. Mais j'adore Angela Carter, j'adore ses nouvelles, elles sont hyper bizarres, elles sont hyper glauques, elles sont hyper sombres, mais en même temps elles sont hyper bien écrites et c'est très imagé, c'est plein de sous-textes, c'est trop bien. Et il faut que je lise plus de trucs d'elle. En plus j'ai un roman à elle et puis même sa vie me fascine, j'ai envie de lire son autobiographie, j'adore cette femme, enfin, je kiffe. Voilà, c'est tout pour moi, je suis trop contente, j'ai tout lu quoi. Finalement, c'est marrant, je me rends compte en faisant ce bilan que la plupart des points négatifs que j'ai trouvés à mes lectures, c'est que j'en voulais plus ou que c'était trop long et que j'aurais aimé plus d'action. En soi, c'est pas très grave, hein. J'ai quand même fait de très belles lectures. N'hésitez pas à me dire si vous avez tout lu de ce que vous vouliez lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, s'il y a des trucs que vous avez adorés, que vous auriez envie de recommander en commentaire, ou bien s'il y a des trucs qui vous ont pas plu. Si vous avez envie de réagir aux lectures que j'ai faites, eh bien lâchez-vous. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.